Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées, je dirais, à la psychologie, à l'école du Père Marie-Dominique Philippe, mais aussi ici dans cette série de vidéos que j'achève, consacrée aux maladies du psychisme. Je sais que beaucoup de psychiatres disent que c'est en connaissant l'homme malade qu'on connaît l'homme, je dirais, en bonne santé. Ils n'ont pas tort. Finalement, nous avons tous en nous des failles comme un vase en cristal, et quand il se casse, on voit où étaient les failles. Mais je pense que, en réalité, il faut d'abord connaître l'homme dans sa globalité, avec tous ses degrés de vie et ses facultés vitales, pour mieux comprendre quand les choses se brisent. Donc après avoir vu les différentes névroses qui touchent les états affectifs, donc les plaisirs du côté des troubles de l'humeur, et les anxiétés du côté, je dirais, de l'irascible, c'est-à-dire cette faculté qui peut conquérir un bien important. Il faut voir maintenant ce qu'on appelle les psychoses. Les psychoses, elles se caractérisent toutes par la chose suivante, on perd le contact avec la réalité. C'est en fait ce qu'on appelait la folie. Un névrosé n'est pas un fou, c'est une personne malheureuse en elle-même, soit par une tristesse excessive, soit par une crainte excessive, une anxiété excessive. Le psychotique, il perd contact avec la réalité. Un professeur disait, pour le névrosé, 2 et 2 font 4, mais ça lui pose problème. Pour le psychotique, 2 et 2 font chien ou chat, et ça ne lui pose pas de problème. Alors je voudrais procéder, je dirais, en une première partie qui va consister tout de même à donner une explication des principales psychoses qu'un être humain peut connaître et qui, je dirais, ont été classifiées par les psychiatres dans des livres de psychologie. Évidemment, je ne vais pas aller au fond des choses, il y a énormément de catégories, mais globalement, le principal, eh bien, il faut les citer et dans un deuxième temps, essayer de voir comment on pourrait éventuellement les traiter. Alors, la psychose la plus connue et la plus fréquente, au point qu'elle prend 70% à peu près des psychoses, c'est la schizophrénie. La schizophrénie qui est, je dirais, un vaste paquet dans lequel on range plusieurs formes de schizophrénie. Mais d'abord, premièrement, lorsqu'on fait un diagnostic de schizophrénie, il faut la distinguer de quelque chose qui peut lui ressembler, qui est un trouble réactionnel bref, qui arrive parfois. Donc, je vais donner un exemple, une personne tout à fait saine, équilibrée, tout d'un coup est témoin d'un accident de la route terrible où elle constate que des enfants ont été projetés en dehors de la voiture, leur corps est déchiqueté, etc. Ça la marque psychiquement profondément, et tout d'un coup elle perd pied pendant, mettons, 1 mois, et elle se met à délirer. Elle perd pied, elle se met à délirer, à raconter n'importe quoi, à partir des théories complètement absurdes, elle n'a plus sa tête, elle est repliée sur elle-même, etc. On pourrait dire, mais là, le diagnostic va être donné, un délire, des hallucinations, des choses comme ça, brutales. C'est que le choc psychique qui s'est passé, sur une fragilité de son être, lui a donné une schizophrénie. Eh bien non, pas du tout. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Ça peut être un délire bref et ponctuel qui, au bout d'1 mois, s'arrête par quelques soins psychologiques. Je dirais quelques médicaments qui remettent le psychisme en place, et les choses s'arrêtent là. Il y a eu récemment, en 2018, un pilote de ligne qui un jour, alors juste avant de décoller, est sorti de son cockpit, c'est un avion de ligne, et s'est mis à délirer complètement en disant « Al-Qaïda va nous attaquer, etc. Il va y avoir un attentat, c'est n'importe quoi ». Donc tout de suite, le copilote le voit complètement agité comme ça, prévient la police l'arrête, l'attache, les psychiatres viennent. En fait, il faisait un choc réactionnel bref. Et ce pilote-là, après des soins qui ont été, je dirais, rapide, au bout d'1 mois, il a même pu reprendre. On pourrait se dire, mais quand même, ça va recommencer. Non, c'était ponctuel, c'était à cause d'une cause très précise. Il avait assisté à une scène particulière et ça l'avait vraiment inquiété, il avait fait cette réaction. Et donc il a pu reprendre son rôle de pilote de ligne. Donc, il ne faut pas confondre avec la schizophrénie. La schizophrénie, pour ne pas la confondre, eh bien, on demande habituellement que les symptômes aient duré, ou au moins se soient préparés pendant au moins 6 mois. Ça veut dire que la famille, les proches, ont observé quelque chose qui n'allait pas, un changement de comportement. Par exemple, la personne
Elle s'isole de plus en plus dans sa chambre. Ça ne suffit pas. Il y a des tas de jeunes qui s'isolent dans leur chambre pour être sur Internet. Mais elle s'isole. Et son comportement à table est de plus en plus bizarre. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de relation affective comme avant avec ses parents. C'est comme si les parents étaient des choses posées. Et même le réel semble un peu disparaître. Comme si elle était dans sa tête, dans des préoccupations étonnantes. La personne change comme cela. On pourrait dire, ben ça, c'est peut-être parce qu'elle est préoccupée. C'est vrai. Donc, a priori, on ne va pas poser un diagnostic de schizophrénie avec ça. Mais tout d'un coup, à un moment donné, par exemple pendant une semaine, elle rentre dans une crise de délire, avec véritablement un discours incohérent, ou quelquefois cohérent, mais dans une cohérence absolument illogique, et qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas de rapport avec ce qu'elle était avant. C'est massif. Ça veut dire tout d'un coup quelqu'un qui se met à dire, en parlant tout le temps, mais de manière très agitée, que, je ne sais pas, on va dire un discours cohérent qui se tient, que ceux qui complotent pour détruire l'humanité vont attaquer, que l'attaque va se faire dans ces jours-ci, etc. Et que c'est terrible. Dans ce cas-là, quand ça correspond à un délire comme une théorie du complot qui est dans la culture du pays, on pourrait douter, on pourrait se dire ben c'est simplement qu'elle a eu un signe qui lui indique qu'il va y avoir une attaque de ce complot qu'elle imagine. Mais quand c'est accompagné d'autres choses, avec ce que j'ai dit, les 6 mois où elle avait un affect abrasé, c'est-à-dire qui diminuait par rapport aux personnes de son entourage, quand ça s'accompagne souvent d'hallucinations, ça veut dire qu'elle entend des voix qui lui disent de faire des choses, alors on peut commencer à se dire « attention, attention ». Quelquefois, les délires sont complètement illogiques par rapport à la culture. Je m'expliquais. Si un Africain commence à dire « je suis sûr que quelqu'un de ma famille lance un sort et que c'est ce qui explique la maladie de mon fils », il faut savoir que dans sa culture, c'est tout à fait fréquent. On sort, il y a un siècle et demi, de l'animisme, et les sorts lancés aux personnes, c'est quelque chose qui est très actuel en Afrique, et très vécu et très inquiétant. C'est un délire, donc, qui peut être dans la cohérence de sa culture. Il ne faut pas tout de suite faire un diagnostic de schizophrénie. Mais si quelqu'un qui est athée, complètement athée, se met à entendre des voix qui lui intiment l'ordre de les tuer ou de se suicider, et se met à dire « des démons m'attaquent », etc., alors que ce n'est pas du tout sa culture, on va se dire, là, il y a un délire bizarre par rapport à ce qu'il était. Et donc, on va pencher ou penser à ce diagnostic de schizophrénie. Je dirais, quand c'est massif, visible, que tous les proches le constatent, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'il était d'habitude, vraiment, on peut s'inquiéter. Et là, en l'occurrence, prévenir un professionnel qui va analyser ce qui se passe. 6 mois avant, une crise de paroxysme là, et puis un retour à la réalité, où la personne, quand on lui explique ce qui s'est passé, eh bien, elle est surprise. Mais là, elle est obligée de reconnaître que quelque chose ne va pas bien. Et très souvent, le retour à la réalité n'a pas le même niveau, comment dirais-je, d'affection pour les autres qu'il y avait avant. Il y a eu une dégradation encore des relations envers les êtres, envers les choses. Les êtres deviennent des choses, très souvent. La personne n'a plus cette capacité de relation humaine. Et donc les conséquences dans le travail, dans la vie de famille sont évidemment catastrophiques. On disait souvent double personnalité, parce qu'effectivement, les délires ou quelquefois les hallucinations, une voix à l'intérieur qui lui intime des ordres, sont un facteur à mettre en avant en premier dans la schizophrénie. Mais il y a des formes de schizophrénie qui sont parfois un petit peu différentes. Je vais donner à peu près globalement les chiffres. La schizophrénie, je dirais la plus fréquente, c'est la schizophrénie paranoïde. Ça veut dire que le désir, il est construit. Il y a une logique cohérente. Mais bizarre. Par exemple, la personne, elle est toujours dans son idée qu'elle est un chevalier du Moyen-Âge et qu'elle doit sauver, mettons, la reine d'Angleterre qui risque d'être attaquée, que c'est sa mission. Donc, il y a une logique interne, c'est une schizophrénie organisée. La personne a fait d'un rêve, qui peut-être l'a marqué depuis longtemps, sa réalité. Il y a une schizophrénie qui peut être désorganisée. Ça veut dire que la personne, ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. Elle va dire qu'elle est, à un moment donné, un chevalier, puis après ça, qu'il y a un lémurien dans la pièce qui est en train d'attaquer tout le monde, et puis qu'elle a vu un homme vert par la fenêtre et un éléphant rose sur un toit. Des tas de choses comme ça. Donc,
Quand c'est désorganisé, c'est à peu près, c'est un peu moins, c'est peut-être 10 à 15% des cas de schizophrénie. En tout cas, on pose un diagnostic de schizophrénie différencié. Parfois, ça part dans tous les sens. C'est parfois organisé, parfois désorganisé. Donc là, on dira qu'elle est indifférenciée. Parfois, ça se traduit par des mouvements qui s'arrêtent, qui se bloquent. Ce qu'on appelle des actes catatoniques. Ça veut dire que la personne, mettons, elle parle, et tout d'un coup, elle s'arrête de parler. Et puis elle reprend un discours qui n'a plus de rapport. Ça peut être dans la parole, ça peut être dans les gestes, ça peut être dans les mouvements. À ce moment-là, on parlera, comme je l'ai dit, de schizophrénie catatonique. Et puis il y en a une dernière forme, qui est sans doute l'une des plus terribles, parce que à la fois la personne, elle a des délires schizophréniques avec tous les symptômes que j'ai indiqués, mais en même temps c'est accompagné de maniaco-dépression. Ça veut dire que quelquefois elle part en life avec un goût de sa grandeur, un surhomme, et rien ne pourra lui résister. Et quelquefois, un peu après, elle part en dépression, et elle ne va jamais s'en sortir, etc., etc. Là, on parle de schizophrénie affective. Les deux sont ensemble, c'est-à-dire deux pathologies qui s'ajoutent l'une à l'autre et qui vont devoir être traitées. L'une par des neuroleptiques pour la schizophrénie, c'est-à-dire des choses qui calment un petit peu les neurones, leur activité, et l'autre pour le trouble maniaco-dépressif, par exemple, par des sels de lithium concernant l'aspect maniaque, et je dirais des antidépresseurs pour l'aspect dépressif. Alors, maintenant, comment est-ce que cette schizophrénie, il faut la soigner? Comment est-ce qu'elle peut se soigner? Quels sont les traitements? On voit bien que là, il y a un dérèglement du cerveau. Cependant, attention, nous sommes ici dans des vidéos de philosophie réaliste, mais aussi, dans l'Institut Docteur Angélique, quelque chose qui n'est pas fermé à l'aspect catholique de la révélation. Bien au contraire. Et donc, un psychiatre qui a les pieds sur terre, et je dirais un prêtre exorciste qui considère avec respect la dimension psychiatrique, l'un comme l'autre, vont tout de même faire un discernement des esprits. Ça veut dire que si la schizophrénie avec des voix qui parlent, qui sont quelquefois violentes, si la schizophrénie s'accompagne de phénomènes paranormaux, pas habituels, comme par exemple le fait de se mettre à parler une langue étrangère disparue depuis 4000 ans, que quelqu'un, un scientifique, va reconnaître comme étant, mettons, l'acadien, et se mettre à insulter dans cette langue-là, avec des délires et des voix qui parlent la tête. S'il y a des phénomènes de ce type-là, ou alors un rejet, alors que on ne lui a pas indiqué que c'était de l'eau bénite, une petite goutte d'eau bénite qui a été mise par derrière, sur le dos de la personne, avec une réaction violente. Si, par une série d'études, d'expériences de ce genre, on constate que des phénomènes paranormaux s'ajoutent, eh bien, le psychiatre pourra diriger éventuellement la personne vers le prêtre exorciste. Au contraire, s'il n'y a aucun de ces symptômes, et qu'on amène un exorciste, une personne qui entend des voix, qui lui intime l'ordre de tuer, de détruire une église, de mettre le feu, eh bien, si, après tous les tests que peut faire un exorciste pour vérifier qu'il y a une cause qui est surnaturelle, un esprit révolté, ce que les démonologues appellent un démon, un ange révolté, s'il n'y a rien, eh bien, il va diriger son patient vers le psychiatre, vers le médecin, parce que la cause est autre chose. De même, si c'est une personne pleine de haine pour la civilisation, qui veut détruire, tuer tous les chrétiens par exemple, tuer aussi les yézidis, les athées, et massacrer les gens le plus possible pour aller au paradis, on ne va pas poser tout de suite un diagnostic de schizophrénie. Parce qu'en fait, c'est là qu'il faut du discernement. Ça peut être une idéologie. C'est-à-dire que la personne a adhéré à une idéologie, lui a donné un caractère agressif, violent, mais c'est son intelligence qui est à, non pas guérir, mais qui est à convaincre. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas une maladie mentale. Aucun médicament pourra régler ce problème. Mais simplement un changement dans sa pensée. Et ce n'est pas toujours facile. Donc on le voit, ne pas confondre schizophrénie avec possession démoniaque et avec idéologie mortifère. Comme par exemple le djihadisme ou alors même le nazisme. Il y avait des fanatismes qui ressemblaient mais qui étaient politiques à ce niveau-là. Quand le discernement est fait, on ne se trompe pas. On ne va pas commencer à dire qu'un djihadiste qui se fait exploser dans un marché est un fou. C'est pas ça. C'est un religieux qui a un excès d'espérance violente à travers le fanatisme. De même,
On ne va pas commencer à traiter avec des médicaments quelqu'un qui a une possession démoniaque, si c'est le cas. On va pratiquer une délivrance. Et au contraire, eh bien, quelqu'un qui a une maladie mentale, on va regarder du côté de fonctionnement de son cerveau. Et il y a une médecine de l'âme. Donc les neuroleptiques en particulier, qui ne sont plus ceux d'il y a à peu près 40 ans, 50 ans, dans les années 50, qui avaient été inventés, qui étaient des massues, c'est-à-dire des camisoles de force, qui avaient l'avantage de remplacer les camisoles physiques, c'est-à-dire un gilet vraiment qu'attachaient les malades mentaux, mais qui les mettaient dans un état de complète apathie. Ça les étouffait dans leur façon de vivre. C'était écrasant. On voulait plutôt être tranquille. Ça donnait en plus des effets secondaires comme des dyskinésies après coup, c'est-à-dire des mouvements de la bouche, de la langue, des yeux, des trucs qui étaient vraiment des handicaps. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une vie indigne que leur donnaient ces premiers neuroleptiques. Ça a changé. Il y a maintenant des neuroleptiques de deuxième génération qui sont beaucoup plus ciblés. Et puis, les médecins qui ont compris que chaque produit doit être dosé pour chaque patient et que tel produit qui marchera pour tel patient ne marchera pas pour tel autre. Eh bien, ils expérimentent, ils tâtonnent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une dose suffisante pour faire tomber les symptômes, les délires, les hallucinations, tout en permettant d'avoir un psychisme calme mais pas écrasé, donc en permettant de vivre. Et ça marche parfois, ça marche. Pas toujours, malheureusement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce discernement-là doit être fait. Et il n'y a aucune humiliation à passer de ce qu'on croyait être une possession démoniaque à une maladie du cerveau. Puisqu'il y a possibilité véritablement de soulager les maladies du cerveau de mieux en mieux. Et ce n'est qu'un début. Je pense qu'au fur et à mesure de l'affinement de la connaissance du cerveau, des neurotransmetteurs qui se mettent en marche dans tel et tel délire, on arrivera de plus en plus, je pense, à cibler l'endroit qui ne va pas, là où se produit la chose. Alors après avoir traité de la schizophrénie, je voudrais parler d'autres maladies mentales, et il y en a bien d'autres. Il y a par exemple une qui est très connue, qu'il ne faut pas confondre avec la schizophrénie paranoïde. Paranoïde, ça veut dire avec un désordre, un délire organisé, qu'on appelle le trouble paranoïaque. Donc la psychose paranoïaque. Paranoïaque, c'est quoi? C'est une personne qui, dans sa vie, est tout à fait stable, tout à fait, je dirais, appréciée des gens qui l'entourent, tout va bien. Et sur un point précis, qui souvent a un rapport avec sa propre vanité, je dirais son propre sens de son excellence, sur un point précis, elle va se mettre à développer, dans sa vie personnelle, une sorte de théorie du complot délirante, individuelle. Je vais raconter un exemple pour bien l'exprimer. Je me rappelle, quand j'étais jeune prof, donc il y a presque 30 ans, je me rappelle que un collègue, alors que je démarrais dans une école, vient me trouver et me dit « Ah, tu sembles apprécier cette école, mais attention, c'est pas ce que tu crois, il y a des tas de choses dessous. » Donc moi je m'intéresse parce que je me dis, je ne connais pas encore, donc il y a peut-être des... C'est vrai, une école, ça a un passé qu'on y arrive, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les tensions, etc. Donc je lui demande de me raconter. Et il me raconte qu'en fait, il est persécuté par la direction et que c'est terrible. Moi je veux bien le croire, ça arrive, il y a des cas de persécution, de harcèlement de professeurs. Et puis tout d'un coup, en parlant comme ça, il me donne des détails qui étaient cohérents. Tout d'un coup, plus loin, peut-être 50 mètres plus loin, de l'autre côté de la cour, un ouvrier qui travaillait dans une salle de classe fait tomber volontairement par la fenêtre, par terre, pour s'en débarrasser, il n'y avait pas d'élèves, hein, il fait tomber une énorme planche qui fait boum. Et ce professeur de me dire, ça y est, j'en ai la preuve, ça y est, encore, on a encore essayé de me tuer. Et c'est pas la première fois qu'on essaye de me tuer. J'ai plein de cas comme ça. Mais là, tu as été témoin. Est-ce que tu témoigneras s'il le faut? Et moi, je lui dis, ah ben oui, c'est étonnant, et cette planche qui est tombée. Mais j'en pensais pas moins. C'était délirant. Si la planche était tombée à 1,50 m, là, vraiment, j'aurais dit, il y a soit une imprudence, soit effectivement quelque chose. Mais elle est tombée 50 mètres plus loin. Donc on voit, c'est un délire organisé, cohérent dans la tête de la personne, elle y croit, elle accumule des détails qui prouvent qu'on complote contre elle. Souvent, c'est vers 40-45 ans, alors que la schizophrénie se développe plutôt 18, 20 ans. Ou alors, très âgé, 70, 80 ans. Là, c'est en pleine, je dirais, possession de ses moyens. 40-45 ans, à une époque de la vie où souvent on pense avoir une promotion,
avoir une meilleure métier. Et donc, les éléments sont présents souvent parce que si on estime être quelqu'un de grand, avec un grand destin, un délire de grandeur, comme on dit, et que, en même temps, on n'est que minable en apparence dans sa vie, eh bien, on va finir par analyser que quelqu'un persécute et provoque cette chose-là. Donc, la paranoïa, on la découvre comme ça, par cette organisation intelligente, raisonnée, construite d'un délire de persécution. Il ne faut pas du tout la confondre avec une réelle persécution. Ça veut dire que il faut bien se dire qu'il existe effectivement des complots. Je n'ai pas parlé de la théorie du complot, je vais en parler juste après. Mais des complots. Il y a des hommes, il y a des professionnels qui sont harcelés dans leur travail, vraiment. Des harcèlements, objectivement, pour les faire partir, qui sont provoqués par la direction. Et quelquefois, ça se traduit par le fait que, comme la personne est harcelée, les collègues qui ne veulent pas perdre leur travail s'en éloignent le plus possible. On s'éloigne de celui qui va mourir. Là, la personne, si elle est réaliste, va développer une analyse de ce qu'elle a vécu. Ça n'a rien à voir avec une paranoïa. Elle va le démontrer par des faits précis, successifs, et, je dirais, ça peut provoquer des troubles, mais des troubles d'une autre sorte, des troubles, comment dirais-je, d'angoisse, d'anxiété. Certainement pas, c'est certainement pas une psychose. Je voulais parler aussi de la théorie du complot en politique, pour bien la distinguer de la psychose paranoïaque. On constate que sur Internet, avec un grand public, se développent des théories du complot. Ça ressemble. Ça veut dire que des gens vont organiser, à partir de centaines de petits symptômes, une espèce d'analyse de la réalité politique en montrant qu'un petit groupe humain tire les ficelles de tout et provoque tout. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simplement vécu par un individu, mais ça peut être vécu par toute une société. Par exemple, la théorie nazie est une théorie du complot. Elle consiste à dire, avec analyse à l'appui, que tous les malheurs de l'Allemagne sont dus à l'organisation du peuple juif qui complote. De même, actuellement, on le voit d'une autre façon, beaucoup de pays musulmans, beaucoup de musulmans pensent que tous les malheurs de l'islam, cette civilisation grandiose, qui devrait donc être au sommet de la réussite, sont l'organisation d'Israël. Et, je dirais, ils le prouvent en citant tel rabbin qui a dit ceci, en montrant que Israël est richissime, alors que les autres pays sont pauvres, donc Israël pille les richesses des autres peuples. C'est le même mécanisme, à savoir un grand sens de sa grandeur. C'est ce qu'avait l'Allemagne dans les années 30. Nous sommes le plus grand des pays et nous avons été trahis. Nous avons perdu la guerre 14-18 à cause de Juifs qui ont d'ailleurs signé le traité de Versailles. Sens de sa grandeur et expérience d'un échec politique. Et donc, chez des gens, l'analyse étant cohérente, ils vont la regarder sur Internet et ils vont élaborer une explication du monde par cette théorie du complot. Est-ce qu'on est là dans des cas de psychose paranoïaque? Réponse non, justement. Justement, c'est autre chose. C'est, je dirais, un trouble idéologique. C'est la pensée intellectuelle qui a dévié. Parce que, à force de symptômes crédibles, en apparence, elle a fini par y croire. Et déconstruire cela, c'est pas facile. Mais ça ne vient pas du cerveau qui dysfonctionne. Ça vient de l'intelligence qui a analysé de manière absurde parce qu'on l'a convaincu. Et il suffirait parfois d'une conviction différente qui explique les choses. Par exemple, pour Israël, le fait que Israël, effectivement, depuis très longtemps, ait beaucoup de banquiers, beaucoup d'artistes, beaucoup de médecins, par l'explication suivante, qui est assez simple. Vu que c'est un peuple différent et persécuté depuis 2000 ans, c'est normal que les mères juives aient dit à leurs enfants de développer plutôt des facultés intellectuelles que d'acheter une ferme. Parce que la ferme, quelquefois, elle est piquée lors des pogroms. Tout simplement. Ce qui fait qu'un peuple peut devenir plus cultivé par, je dirais, par habitude, en répandant sa culture dans ses élites et même au niveau du peuple. C'est aussi une religion du livre. Enfin bref, trouver une explication qui ne soit pas un complot. Et à ce moment-là, la théorie du complot tombe. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que dans la paranoïa, il faut donc apprendre à discerner les esprits. Discerner une vraie paranoïa d'origine psychique. Donc la personne
se croit persécuté et élabore je dirais un scénario comme ça dans un délire qui vient de son cerveau malade. Deuxièmement, une véritable persécution qui peut venir de collègues, d'une direction, et à ce moment-là ça peut exister. Une théorie du complot qui peut être une idéologie qu'on s'est forgée. J'ajouterai à ça, dans cette vidéo qui est tenue par aussi un théologien catholique, qu'il existe des paranoïas d'origine satanique qui ressemblent, je dirais, pour s'y méprendre, à un délire paranoïaque, mais qui en fait ont une cause à l'extérieur de soi, qui ont pour cause une tentation venant d'une parole, venant d'un esprit en dehors. C'est quelque chose aussi qu'il faut garder en mémoire pour discerner. Que les psychiatres ne doivent pas rejeter, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au contraire regarder, de même que les exorcistes ne doivent pas tout attribuer aux démons, mais la paranoïa, quelquefois, elle est véritablement d'origine organique. Et pourquoi il est important, encore une fois, de discerner, de faire un diagnostic? Parce que si c'est d'origine organique, eh bien, des neuroleptiques pourront aider. Si c'est d'origine idéologique, je dirais ce qu'on appelle la déradicalisation, qui est en fait quelquefois absurde. Mais en fait, un discours théologique cohérent, un discours politique cohérent peut, je dirais, faire sortir de ces théories du complot. S'il s'agit d'une possession démoniaque, eh bien, ce sera le rôle de l'exorciste. Donc il faut, encore une fois, adapter le remède à la cause de la maladie. Alors après avoir vu la schizophrénie, la paranoïa, je voudrais parler d'un trouble qui est rare, qui est beaucoup plus rare. Peut-être 0,1%, alors que les schizophrénies, 70%, la paranoïa peut-être 20% des maladies mentales, des psychoses. La folie à deux, c'est peut-être 0,1%. C'est un mécanisme, je dirais, presque communautaire. Ça arrive souvent, par exemple, à des femmes qui viennent de connaître un divorce et qui ont eu la garde de leur enfant, souvent une fille, petite, dont ils font la complice de leur malheur. Et quand cette femme a développé, je dirais, dans sa tête, soit une paranoïa, ça veut dire une haine violente envers ce mari qui est parti et, je dirais, construite, qui est un délire, soit une schizophrénie, eh bien sa petite fille qui est avec elle et qui ne fonctionne que avec ce milieu de complicité, alors qu'elle ne présente elle-même aucune maladie mentale, va développer, parce qu'elle n'a que le milieu éducatif de sa mère, va développer la même maladie de sa mère. Quelque chose qui ressemble, en tout cas va rentrer dans son délire et va en vivre véritablement. Ça veut dire, va croire qu'il y a persécution, que l'ennemi, à savoir le père, va venir persécuter comme cela. Ou au contraire, qu'il y a autour de soi des tas d'ennemis qui nous veulent le mal, qu'ils veulent l'enlever, je ne sais pas quoi. Enfin, toutes sortes de folies à deux qui peuvent se développer. En l'occurrence ici, ce qui va permettre de guérir la fille, si elle est dans ce milieu-là, c'est évidemment un placement dans un autre milieu et une explication de ce qu'est vraiment le monde. Je dirais qu'elle en sortira naturellement, sauf si la chose a été tellement longue depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte que c'est inscrit profondément en elle. Et là, il peut y avoir des séquelles. Dans le même genre de cette folie à deux, ça peut être une folie à multiples. Quand par exemple un gourou de secte, un fou parfois, un paranoïaque, comme on l'a vu dans les siècles de Waco, je crois, des choses comme ça en Amérique, où carrément tout le monde, puisqu'il y avait le monde entier qui était ennemi de la secte, tout le monde, lorsque le FBI a attaqué, tout le monde a été invité à se suicider. Ou je ne sais pas si c'est les Davidiens, enfin une des sectes comme ça. Ça peut être une folie, non pas à deux, mais à 1000, sous l'influence d'une personnalité malade, extrêmement charismatique. Évidemment, dans ce groupe-là, qui a suivi, il y a des gens qui gardent leur esprit intact, qui voient bien que c'est la folie complète. Ces gens-là, il faut qu'ils s'enfuient quand ils le peuvent. Mais les autres qui suivent, c'est tout simplement par une influence venant de la personnalité du chef de l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le nazisme, c'est la même chose, que les Allemands se sont laissés, je dirais, embrigader par un fou qui a parlé dans son idéologie? Mais je ne crois pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas confondre la folie à deux avec ce qui s'est passé dans les grandes idéologies. Dans les grandes idéologies, ou dans celles qui continuent les totalitarismes, le tyran, il agit certes par un discours construit, mais surtout par la terreur.
Ça veut dire que Hitler, si les Allemands se sont battus pour lui jusqu'en 1945, alors qu'en 1943, on sait que c'est perdu, c'est en fait parce que si quelqu'un résiste, il est décapité par un tribunal extrêmement fanatique, haineux, ou par des SS, de la Gestapo qui se baladent dans la rue. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Je dirais à la rigueur, en parler en privé est dangereux. Résultat, eh bien, qu'est-ce que font les gens dans ces cas-là? Ils font le dos rond, ils attendent que leur rage passe. On pourrait dire, mais non, les Allemands se sont battus jusqu'au bout. On ne peut pas dire que les Allemands se sont battus jusqu'au bout. On peut dire que des partis fanatisés de la SS se sont battus jusqu'au bout, et en particulier des gens désespérés, comme les SS français dans Berlin, parce que de toute façon, ils savaient qu'une fois attrapés, ils seraient fusillés. Alors, je n'insisterai pas sur la maladie dont j'ai parlé tout à l'heure, pour bien la distinguer de la schizophrénie, qui s'appelle le trouble psychotique bref réactionnel, donc qui est un délire ponctuel après un traumatisme, qui dure, mettons, une semaine, un mois, et qui se règle par des médicaments. Donc à ne pas confondre, je l'ai dit, avec la schizophrénie. Il reste tout un paquet de choses qui sont, je dirais, indifférenciées, bizarres, ou qui mêlent plusieurs maladies. Peut-être, on dit à peu près 10% des cas sont vraiment bizarres. Pourquoi ça existe? Tout simplement parce que le cerveau humain, il est complexe. Et donc, si quelqu'un a un organe dans le cerveau particulier, un organe lié à telle forme de mémoire, ça provoquera des dégâts différents que si c'est son imagination qui est atteinte. Et même si les choses sont globalement un peu localisées partout, il y a tout de même des organes spécifiques pour les émotions, d'autres pour l'imagination, des endroits spécifiques pour la mémoire, etc. Donc, on reste ouvert à toute une série de psychoses qu'on ne peut pas ranger dans ces cases-là. Globalement, comment est-ce qu'on les guérit, les psychoses? Eh bien, en ralentissant au minimum, en ralentissant l'activité des neurones, d'où l'utilisation des neuroleptiques. Mais il faut se souvenir que la médecine psychiatrique, elle en est à ses débuts, et que le cerveau humain est un peu, je dirais, à la médecine, ce qu'était l'Afrique il y a 2 siècles au niveau des explorateurs. Ça veut dire que c'est des territoires qui ne sont pas vraiment connus. Donc, on peut espérer que au fur et à mesure de la connaissance non seulement de la précision des interactions chimiques entre les neurones, des fonctionnements des neurones, eh bien, au fur et à mesure de la précision de ces choses-là, on trouvera des substances qui agiront spécifiquement sur l'endroit où est le trouble. On a repéré, par exemple, pour montrer à quel point les instruments actuels sont un peu grossiers, que la dépakine, qui sert habituellement pour des crises d'épilepsie, eh bien, elle a un effet neuroleptique, elle calme beaucoup d'autres choses, et donc on en donne parfois pour de la schizophrénie. Mais, évidemment, la schizophrénie, c'est pas pareil qu'une crise d'épilepsie. On sent bien qu'il doit y avoir des neurotransmetteurs différents, des neurones aussi différents, qui jouent dans ces deux choses-là. Bref, cette vidéo, elle est datée de 2018, et peut-être qu'il faudra en refaire une, parce que le 21e siècle, à mon avis, sera le siècle de la découverte du cerveau. Le cerveau qui n'est pas que biologique, semble-t-il, mais qui, je le disais, est l'instrument, je dirais, utilisé aussi par un substrat spirituel. Le cerveau et son étude, je dirais, permet de le découvrir de plus en plus, même si déjà à l'époque d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, on le savait. L'étude par exemple des expériences proches de la mort, qui montre que lorsqu'il y a un arrêt cardiaque et que l'organe lui-même du cerveau se met en veille aussitôt, et que, bizarrement, avec une vérification possible, par exemple chez des aveugles de naissance, la personne est parfaitement consciente, mais en dehors de son corps, et elle voit, et elle entend, elle assiste à la scène autour d'elle-même, et elle peut la raconter. Les aveugles voient. Eh bien, ceci montre quoi? Que l'organe du cerveau semble être une machine biologique qui produit une sorte de corps psychique qui peut survivre lorsque l'organe meurt. Et que, ajoutent, je dirais, les anciennes religions, et même le christianisme, qui est une religion actuelle, que ce psychisme-là, s'il survit, eh bien, il a avec lui un 3e degré. C'est l'esprit, l'intelligence et la volonté qui, elles, ne sont pas faites de matière.
mais se servent de la matière, se servent des données du psychisme sensible pour mieux penser. Donc, exemple, on se sert d'une image. Si je demande à la personne en face de moi de penser au concept d'infini, on va se servir de l'image, par exemple, d'une droite finie, parce qu'on ne peut se représenter qu'une droite finie. Mais son intelligence va imaginer qu'on en rajoute des bouts sans arrêt, sans jamais s'arrêter. Et on comprend ce que c'est qu'une droite infinie, sans l'avoir représentée dans son cerveau. Donc l'intelligence est capable d'atteindre un objet qui est différent de celui de l'imagination, qui elle a un objet limité, sensible, etc. L'intelligence, elle comprend. Donc, le cerveau humain, mais aussi le psychisme, mais aussi l'esprit, sont le domaine de découverte du XXIe siècle. Et sans doute que lorsqu'on regardera à la fin du XXIe siècle ce que la psychiatrie croyait avoir découvert au XIXe siècle, on s'apercevra que quelquefois les anciens, à l'époque d'Aristote, ou de la religion égyptienne, en savaient plus, beaucoup plus, que les grands savants du XIXe siècle, qui avaient oublié parfois ce que c'était que l'esprit.